Bonsoir. Je suis très heureux d'animer ce débat. Je vais vous présenter dans une seconde les invités qui sont là, que vous connaissez, ils sont tous célèbres. Je voudrais d'abord rendre un hommage à Dominique Coube, qui est non seulement le directeur artistique de ce théâtre, mais qui est aussi le metteur en scène et l'auteur de la pièce que vous venez de voir. Et cette pièce en elle-même est un hymne incroyable à la tolérance et à l'humanisme. Et c'est le thème du débat de ce soir, et j'en ai une illustration formidable. Je ne veux pas commenter l'actualité, chacun sait qu'on vit dans un monde dangereux, où les hommes se tuent pour des raisons qu'on connaît. Cette pièce non seulement a du talent sur un plan artistique, elle fait vivre le théâtre et elle donne à ce lieu une âme supplémentaire. Donc je remercie Dominique Coube d'avoir à la fois le talent de la création et de la mise en scène. Il a mis en scène deux acteurs extraordinaires. Et en ça, il est un combattant de la lumière. Il est le premier des combattants qui sont là ce soir. Je pense que ce qui rassemble d'ailleurs les personnalités qui sont là, c'est que ce sont des combattants, ce sont des hommes engagés, dont vous connaissez pour les uns et pour les autres les convictions. Je voulais les présenter très rapidement. En face de moi, le grand rabbin de France, Haïm Porcia. Il est grand rabbin, donc il est l'autorité la plus importante du judaïsme en France. Il a été auparavant grand aumônier des armées et de l'école polytechnique, donc il a aussi une expérience de combattant concret, si je puis dire, dans sa vie. À côté de lui, Raphaël Coven est un professeur célèbre de philosophie, il est agrégé de philosophie, il est un ancien de l'école normale supérieure, il est un auteur. Il vient de publier Morale provisoire, qui est son dernier ouvrage que je vous recommande. Il est aussi un homme de médias, puisqu'il anime des émissions à la radio, notamment à Europe 1. Je ne me présente pas Manuel Valls, qui est un homme d'État, qui est un Premier ministre, qui est un ancien ministre de l'Intérieur, et dont les prises de position depuis le départ, de tout temps et aussi loin que ma mémoire remonte, et j'ai une bonne mémoire, ont toujours été des prises de position et d'action extrêmement engagées contre le racisme sous toutes ses formes, contre l'antisémitisme. Il l'a payé d'une certaine manière, parce que c'était des positions qui étaient courageuses et qui n'étaient pas électoralistes, le moins qu'on puisse dire, donc je ne vais pas rappeler tous les détails. Ça a fait un combattant de premier ordre, dans un monde où la vision et le courage ne sont pas forcément partagés par tous les gens de son univers. À côté de lui, j'ai le plaisir de recevoir Khaled Bencher, qui notamment anime l'émission Islam sur France 2 le dimanche matin, et qui est aussi un islamologue réputé. C'est aussi un homme de médias. Il anime des émissions de radio en particulier, sur France Culture. Et enfin, le père Patrick Desbois, qui est célèbre aussi parce que son action est celle d'un homme combattant engagé, qui a participé à mettre en lumière ce qu'on appelle la Shoah par balle des Einsatzgruppen d'Ukraine, et qui est en particulier chargé au sein de l'Église catholique des relations avec le judaïsme. Donc on a 5 personnes qui, chacune d'entre elles, représente une facette, je trouve, extrêmement complémentaire de ceux qui sont des hommes engagés, des combattants, que je salue comme tels, indépendamment de la prestance et de l'accomplissement qui est le leur, chacun dans leur vie professionnelle. Il n'y a pas de thème en particulier du débat, si ce n'est que la pièce est un support extraordinaire de réflexion et de méditation sur le monde actuel, sur les limites de ce qu'est l'humanisme, sur les limites de ce qu'est la transmission. On célèbre cette année, certains le savent, l'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. La pièce y fait allusion. Nous sommes persuadés que l'éducation et la culture sont sans doute les 2 armes les plus extraordinairement efficaces pour combattre la barbarie. Vous avez en face de vous 5 hommes qui sont des combattants qui luttent contre la barbarie. Je vous remercie de nous recevoir. Il n'y a pas... Haïm, tu veux peut-être commencer ou Raphaël? Oui, Pierre, pardon, bonsoir à tous. Bonsoir. Moi, j'ai découvert le texte, en fait. J'ai découvert cette pièce en arrivant. J'ignorais tout de cette pièce. Je ne savais pas que j'allais voir Huis clos matinée par En attendant Godot. Et on peut attendre longtemps. 2-3 réflexions qui me viennent comme ça et que je laisse ensuite à chacun le soin de réagir. Sa race. J'aime bien que sa race ne veuille plus rien dire, en fait.
que ça soit juste une pure sonorité, un pur rugissement où on se racle la gorge, ça rase. Et c'est vrai que Saras a perdu son sens. Et c'est pas anodin, c'est un des moments les plus drôles évidemment de la pièce, mais je crois que c'est un des moments aussi les plus importants. J'aime qu'un juif n'ait pas de mémoire et que la mémoire lui soit rendue. Et pas par n'importe qui, en plus. Mais j'aime qu'il soit dans la situation de celui qui n'a pas de mémoire. J'aime que sous le mot de quiétude, l'autre, enfin sous le mot d'inquiétude, l'autre entende quiétude, et inversement. Parce que d'une certaine façon, il n'y a aucune différence entre les deux, la quiétude n'étant qu'une autre façon d'être inquiet en ce monde et de savoir qu'on va mourir, et surtout que les tombes sont vides. Et enfin, dernière chose, moi la chose qui m'a le plus frappé, c'est le titre du livre de la fille, Les fantômes de la rue Papillon, qui donne, au bout d'un moment dans la pièce, je trouve, mais voilà, vous me direz ce que vous en pensez, mais qui donne le sentiment que les personnages qui parlent sur le banc, qui sont là, qui discutent, ne sont conscients d'eux-mêmes qu'en réalité, parce qu'ils sont le rêve d'un autre, ils sont les personnages du livre. C'est ça que je veux dire, c'est que le sentiment qu'on en retire, c'est qu'ils sont les personnages d'une histoire, c'est leur histoire bien sûr, mais ils sont les personnages d'une histoire, ils sont le rêve de ceux qui leur survivent. Ils sont le rêve de ceux qui ont échappé à leur propre mort. Ils sont le rêve de ceux qui leur survivent, ils sont des créatures de romans. Il y a un passage dans L'Immortalité, c'est un texte de Kundera qui date de la fin des années 80, dans L'Immortalité où il met en scène Goethe et Hemingway qui discutent sur les allées du paradis. Alors un jour ils sont de bonne humeur, un jour ils sont plus tristes, un jour ils sont fringants, un jour ils ont mauvaise mine, etc. Et puis un matin, Goethe a vraiment une sale gueule. Alors Ernest vient le voir parce qu'il aime beaucoup discuter avec lui. Il dit alors qu'est-ce qui vous arrive? Il dit écoutez, quand même, je sais pas. Non, c'est Hemingway qui fait la gueule. Il est pas content, Il dit mais Ernest, ça vous va pas du tout de faire la gueule. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais pourquoi vous êtes triste comme ça? Et l'autre il dit écoutez, je crois qu'on est mort. Et qu'il y en a pour longtemps, et je ne sais pas quoi faire, et je suis désespéré. Et il est dans la situation de celui qui est conscient tout en étant mort, ce qui est vraiment la pire situation qu'on puisse imaginer. Et donc il est là, il en est là. Il a conscience du temps, il vit dans le temps alors qu'il est sommé d'appartenir à l'éternité, donc il est déprimé. Et pour lui remonter le moral, Goethe a cette phrase formidable, il lui dit « Mais enfin mon cher Ernest, vous savez bien que nous ne sommes, vous et moi, que la fantaisie frivole d'un romancier. » Et ça, c'est formidable parce que la conscience de soi-même va avec la découverte qu'en fait, on n'existe pas. Et il y a là quelque chose, je trouve, de fondateur. C'est une remarque que je jette comme ça, je ne sais pas ce qu'elle vaut, mais c'est la première qui me vient. Voilà, merci. C'est pas compliqué, je suis d'accord avec Raphaël. Je suis d'autant plus gêné de parler après lui que d'habitude, après lui, il y a Nicolas Canteloup. Donc là, je ne sais pas faire. C'est vrai, tous les matins, sur Europe, ils doivent encore rester 2-3 auditeurs. Dont toi. Oui, mais c'est juste pour toi. Voilà. C'est vrai. Je suis un peu comme ceux qui n'avaient pas vu la pièce, sous le choc, parce qu'il y a beaucoup de choses très, très fortes. Ce que je note, moi, d'assez étonnant, c'est que son angoisse, c'est de ne pas savoir. Toute la pièce est construite sur le fait qu'il ne sait pas et il veut savoir. Que ça finit lorsqu'il est rassuré, parce que sa fille, il se trouve que c'est une femme, mais c'est important, parce qu'il y en a assez peu sur la tribune, enfin je prends ma part de responsabilité, mais disons globalement, c'est une femme, sa fille, qui a transmis l'histoire. Donc en fait, on se rend compte que l'enjeu de transmission est essentiel. Il n'est pas anodin que sur les personnages, il y ait une personne âgée, enfin Michel Jonas le prendra pas mal, il joue une personne de 112 ans. 114. En données corrigées des variations saisonnières, parce que ça a dû baisser entre le début et la fin de la pièce, alors que l'autre est un jeune. Donc il y a cet enjeu de transmission, ce que Elie Wiesel a appelé de manière magnifique l'enjeu essentiel des témoins, non pas qui disparaissent, mais qui rendent d'autres témoins, puisque lorsqu'on entend les témoins, on devient témoin soi-même. Et il y a eu un passage très fort où le jeune dit il faudrait montrer ça. Parce que vous, c'est pas pareil, je vous connais. Et moi, j'ai vu le résultat lorsque j'emmène des jeunes, 174 personnes, un avion complet à Auschwitz, par exemple. Lorsque, jeunes et moins jeunes, ils rencontrent la personne qui m'accompagne, qui s'appelle Elie Buzyn, qui était déporté à Auschwitz, puis à Buchenwald, libéré le 11 avril 1945 à Buchenwald. Brusquement, ça devient quelque chose de très personnel, une histoire partagée. Et donc une histoire dont ils ont la charge.
et une histoire qu'ils peuvent à leur tour transmettre. Et je crois que c'est l'enjeu, finalement, de la pièce. Je veux savoir ce qu'ils sont devenus, et je veux savoir si quelqu'un le raconte et peut le rendre une part de l'histoire, de la grande histoire. Donc en fait, c'est assez extraordinaire de pouvoir construire l'existence de personnes qui ne sont plus. Et alors j'ai pensé à un poème de Jules Supervielle qui est assez extraordinaire, qui est très gros, qui s'appelle « Dans la forêt ». Dans la forêt, sans heure, on abat un grand arbre, la forme du fût tremble dans la forêt, cherchez, cherchez, oiseaux, la place de vos nids, tant qu'ils murmurent encore. L'idée que les absents continuent à nous murmurer. Et il faut que la société puisse entendre ces voix, non pas comme simplement la voix du passé, mais un appel à ne pas répéter, un appel à entendre que les choses se renouvellent, que les choses prennent des formes différentes, mais sont toujours de la même espèce. La réalité de ce qu'est le racisme ne change pas si c'est telle ou telle personne qui est stigmatisée. Et aujourd'hui, c'est la même chose. Moi, il y a un moment très, très, très juste, quand l'un ou l'autre pense « je n'accepte pas », c'est la fille, en fait, qui parle et qui dit « je ne supporte pas ces politiciens qui critiquent les Arabes ». Et je trouve que c'est très juste. Et lorsque j'ai peint dans les écoles juives, quand j'ai voulu commencer à lutter contre le racisme, la première chose que j'ai faite, j'ai dit on va commencer à envoyer des prêtres et des imams dans les écoles juives pour casser aussi les préjugés qu'on peut avoir les uns sur les autres. Et le racisme, c'est toujours plus facile de le chercher chez les autres. Il faut commencer à l'extirper chez nous, c'est-à-dire comment on vit sur des préjugés. En fait, une société grande, forte, intelligente, c'est une société qui arrive à casser les préjugés. Et cette pièce est assez extraordinaire dans l'inversion de tous les préjugés habituels, même si il y a des moments hilarants qui nous permettent de relativiser notre posture de juste. Chacun doit quand même voir midi à sa porte. Et si j'osais mon père, je vous dirais, avant de voir la paille dans l'œil de ton prochain, regarde la poutre dans ton œil. Vous voyez que je fais du benchmark et que j'étudie la concurrence. Allez-y. Pour moi, cette pièce était très émouvante, surtout que du fait du début, de voir que les morts assassinés ne peuvent pas bouger de l'endroit où ils se sont tués. Et on a retrouvé les fosses communes d'1 500 000 juifs dans 10 pays. On ne travaille pas qu'en Ukraine maintenant. Et chaque fois qu'on part là-bas, je ne sais pas pourquoi, puisqu'on part en Ukraine, en Russie, etc., à chaque fois, j'ai cette pensée involontaire en disant n'oublions pas qu'ils nous attendent. Qui nous attendent depuis 70 ans, depuis 75 ans. Ils ont été assassinés dans un village. Et ce qui est toujours très émouvant, c'est quand on retrouve les derniers mots qu'ils ont dit. Un des témoignages les plus émouvants que j'ai trouvé, c'est une jeune fille ukrainienne qui est amoureuse d'un jeune juif. Elle le regardait se faire assassiner. Et lui, il a vu que son ami la regardait. Et il s'est retourné et lui a dit « Au revoir la vie ». Et il s'est fait fusiller. Mais aussi... Je travaille depuis 2 ans aussi en Irak. On retrouve aussi les fosses communes des Yazidis et on a interviewé des centaines de Yazidis. Et je ne suis pas sûr que la planète a compris que les morts assassinés nous attendent. Merci. Allez-y. Non, d'abord, c'est très difficile de s'exprimer après ces mots qui viennent d'être dits. Et puis, au fond, après une pièce de théâtre, parce que le théâtre, la littérature, la philosophie, la poésie, la musique parlent parfois beaucoup mieux de ce que nous pouvons faire les uns et les autres, en tout cas les responsables politiques. En 80 minutes, une belle pièce, une belle mise en scène, de belles lumières, de beaux acteurs nous disent l'essentiel sur la mémoire, sur la transmission, sur la Shoah, sur la responsabilité de la France, avec les beaux mots du président Jacques Chirac, sur le Veldiv, sur les juifs, sur les musulmans, sur les jeunes, sur le rapport avec la police, sur l'au-delà et sur la résurrection d'une forme ou une autre. Donc beaucoup de choses sont dites en peu de temps,
Et au fond, nous voyons bien, pardon de la banalité, que c'est à travers le cinéma, le théâtre et la culture d'une manière générale qu'on peut dire beaucoup de choses dans une époque, la nôtre, particulièrement troublée, notamment sur toutes ces questions, sur l'utilisation du conflit israélo-palestinien, sur l'antisémitisme ou le racisme sous toutes ses formes, antisémitisme et racisme qui naissent et renaissent en permanence. Et ça fait du bien d'assister une nouvelle fois à une belle manifestation de l'intelligence. Et on se dit que cette pièce, comme d'autres œuvres, qui avec un message simple et beau, mais jamais simpliste, lutte avec une très grande efficacité contre tous les préjugés. Et pour lutter contre les préjugés, il faut que cette pièce soit regardée, enseignée, étudiée, diffusée beaucoup. Pourquoi je dis cela ? À moi d'être celui qui perturbe aujourd'hui ces premiers messages. Nous sommes 12 ans, presque jour pour jour, après le début du martyre de Ilan Halimi, qui a commencé en janvier 2006 pour s'achever 24 jours après, en février. Et depuis, mais ça durait déjà depuis quelques années, nous n'avons eu cesse d'assister à des actes, à des messages, à des crimes antisémites. Et toutes les études, malheureusement, le montrent, même s'il y a, heureusement, de beaux gestes, de la tolérance, de l'amour dans notre société, il y a aussi beaucoup d'actes antisémites, racistes, et l'intolérance à l'égard des juifs, comme à l'égard des musulmans, les actes antichrétiens ont malheureusement gagné beaucoup de terrain. Les actes, au cours de ces dernières années, se sont démultipliés. C'est pour ça que je crois qu'il faut être, pour dire les choses simplement, intransigeant à l'égard de tous ces actes. C'est pas facile dans le débat, et notamment dans une société qui a du mal à affronter ces questions. Et les choses vont mieux, l'économie va mieux, le chômage baisse. Nous sommes dans une période où on n'a pas envie de regarder ces problèmes en face. On a envie de vivre. On n'a pas envie des débats. On n'a pas envie des débats entre Charlie et Mediapart, entre Plenel et Valls, pardon, parlez-moi à la troisième personne. Ça nous emmerde, tous ces débats. Et au fond, le malheur des autres, alors que nous avons nos propres problèmes, ou notre propre envie de bonheur, agace parfois. Et pourtant, il faut les aborder. Parce que ce qui est formidable dans cette pièce, c'est que ça reste une pièce profondément d'actualité, avec d'ailleurs le langage qui pose autant de problèmes à Michel Jonas. Et c'est ce langage-là qu'il faut aussi utiliser pour faire reculer l'intolérance. J'ai visité, juste avant sa fermeture, la belle exposition à l'Institut du monde arabe sur les chrétiens d'Orient, où tout est né, où les trois grandes religions sont nées et ont été confrontées aux soubresauts de toutes les époques. Quand je discute, moi, depuis des années, avec des gamins de la circonscription dont je suis l'élu, depuis 2002, dans l'Essonne, mais je me dis, bon sang, mais quel travail il y a à faire quand je vois les préjugés les plus absurdes sur les uns et sur les autres, et notamment sur les juifs. Pourquoi je dis les juifs ? Parce que c'est à travers l'antisémitisme et à travers les préjugés à l'égard des juifs que tous les malheurs du monde ensuite naissent. Et que ceux qui pensent qu'on peut laisser l'antisémitisme et ces messages de haine à l'égard des juifs se diffuser sans que cela un jour nous touche, se trompent profondément. Il y a quelques jours, on célébrait, le 13 janvier, la diffusion du grand texte d'Émile Zola dans l'Aurore, le journal de Clémenceau, et sous le titre que Clémenceau lui-même avait trouvé pour Émile Zola, « J'accuse ». À ce moment-là, des intellectuels, et quels intellectuels, quelques responsables politiques se mobilisaient. Clémenceau, Zola,
Lazare, Péguy, Jaurès, un peu tardivement, bien d'autres, se mobilisent contre le mensonge, mais se mobilisent contre ce message de haine qui se diffuse depuis des années à travers ce texte malheureusement fondateur de l'antisémitisme français, celui de Drummond, ce livre qui va avoir un immense succès contre les Juifs. Tout ça reste profondément d'actualité. J'ai souvent dit que c'était le combat de ma vie, parce que c'est le combat pour lutter contre la haine, le racisme, la bêtise sous toutes ses formes, qui est aujourd'hui démultipliée sur les réseaux sociaux et sur Internet à une vitesse que nous ne pouvions pas imaginer. Eh bien, c'est la culture et l'intelligence des hommes et des femmes qui doivent nous aider à lutter contre ces préjugés, contre ce racisme et contre cette haine. Mais la seule chose que je veux dire en terminant, c'est que c'est un combat très difficile. Très difficile. Moi, je suis plutôt un optimiste de nature, moins optimiste que le grand rabbin de France, mais par fonction, il est optimiste. Mais je reste quand même, malheureusement, aujourd'hui très inquiet, en tout cas très lucide de ce qu'il nous reste à accomplir les uns et les autres. Et ce que chacun peut faire ici, ou dans cette salle, ou au-delà pour lutter contre l'antisémitisme, le racisme, la haine des autres, les préjugés, cette banalisation de la détestation de l'autre qui s'est installée, nous oblige à être éveillés et à mener ce combat. C'est le combat de ce que nous sommes, nous, les êtres humains. C'est ce que, au fond, nous dit avec beaucoup de simplicité, mais avec beaucoup de bonheur, cette belle pièce. Bien, à mon tour aussi, et à l'unisson avec mes co-orateurs, de dire ma joie et mon émotion d'avoir assisté à cette belle pièce, si profonde, si émouvante, une pièce d'intelligence, une intelligence hybride, celle du cœur et celle de l'esprit, où il y avait une incarnation même de la tendresse, de la bienveillance, de la compréhension. Et donc je rends hommage aussi bien à ceux qui l'ont joué que ceux qui l'ont conçu. Deuxième point, ici je suis comme citoyen, parce que je crois fort que dans une société ouverte, ouverte au sens de Karl Popper, une société ouverte, démocratique, sécularisée, c'est d'abord le citoyen in abstracto de toute autre référence qui s'exprime et puis se déterminera comme il le souhaite. Deuxième point, c'est vrai, et vous l'avez si bien dit, Monsieur le Premier ministre, qu'il y a une embellie sur le plan économique, même si on est à une ère d'ubérisation de l'économie, de la twitterisation de la politique. Mais il y a quand même quelques signes d'optimisme sur le confort matériel. Toutefois, notre nation, qui est une nation résiliente, convalescente, traumatisée, blessée, malade, notamment après l'annus horribilis de 2015, eh bien, cette pièce vient à un point nommé, parce que les meilleurs antidotes à l'extrémisme, à la barbarie, à la bêtise humaine, demeurent l'éducation, l'instruction, l'acquisition du savoir, la culture, la connaissance, l'ouverture sur le monde, l'altérité notamment confessionnelle, l'inclination pour les valeurs esthétiques, pour la beauté, les belles lettres, les beaux-arts, la poésie, la musique, vous l'avez dit. Eh bien, c'est cette réponse dont il nous incombe à brandir. Et c'est vrai qu'il faut être réaliste et ne pas être dans une naïveté obtuse. Je fais mienne le prologue de Charles Dickens dans son roman des Deux Cités, quand il disait « C'était le meilleur et le pire des temps, le siècle de la sagesse et de la folie, l'ère de la foi et de l'incrédulité, le printemps de l'espérance et l'hiver du désespoir. Le monde devant lui avait tout et rien. On allait droit au ciel et tout droit en enfer. Bref, c'était une époque qui ressemblait tellement à la nôtre que ses censeurs les plus bruyants n'en parlaient qu'au superlatif, en bien ou en mal.
Donc c'est ça aussi notre situation maintenant. Une extrême vigilance contre tous les relents de l'antisémitisme. Et j'ai eu l'occasion de le dire, et je n'en tire aucune gloriole, que lorsque le juif est attaqué dans sa synagogue, eh bien le musulman craint dans sa mosquée, si je puis dire. Donc ça sous-entend quoi? Ça sous-entend qu'il faut qu'il y ait une solidarité nationale, et par-delà une solidarité humaine. Vous avez à juste raison, Pierre Dassas dit tout à l'heure qu'il n'y a pas de thème, et il s'agit ici d'humanisme et de tolérance. Même si à titre personnel, j'émets des réserves sur le vocable tolérance, et on dit souvent, sous la boutade classique, qu'il y a des maisons pour cela. Il y a une exigence de respect, de reconnaissance, d'amour, d'affection. Oui, c'est Claudel qui l'aurait emprunté à Peggy, dit-on, mais c'est à Claudel quand on le dit. Je n'ai pas cité ma source. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a cette exigence-là, et elle ne doit pas... il ne faut pas qu'on galvaude des mots ainsi, les mots ont leur importance. Quant à l'humanisme, c'est un humanisme qui soit théocentré ou anthropocentré, sous la voûte commune de la laïcité. Ce qui prime, c'est le souci de l'homme, la préoccupation de la personne humaine, quelle qu'elle soit, et assumer l'héritage des peuples, quels qu'ils soient, y compris ceux qui hannent sous des servitudes renouvelées, ceux qui sont chassés injustement de leur demeure et qui se trouvent sur les routes aussi. Eh bien, c'est cet élan vers le semblable, vers autrui, dont nous sommes tenus d'incarner ici au sein de notre nation, eh bien, qu'il faut dire d'abord au sein de sa famille propre. Haïm a juste raison, parler de la poutre et de la paille, cette belle parabole évangélique. Il faut d'abord voir chez soi, en soi, les manquements à l'éthique, les manquements à la parole donnée, les manquements à la solidarité, les manquements au devoir de la citoyenneté. Parce que les droits qui découlent d'être citoyen ne sont que l'avers et le revers d'une même effigie. Vous avez vous-même dit que c'est un même talisman. Donc c'est cette relation intrinsèque qui fait que aussi bien le devoir que le droit dont on jouit, mais qui découle du devoir dont il faut s'acquitter. Eh bien, le premier devoir, c'est cette vigilance. Des veilleurs dans la nuit, des guetteurs dans la cité, des vigies républicaines ou spirituelles, ou les deux, de toute façon, pour que plus jamais l'autre n'ait à pâtir du fait d'être autre, de par son appartenance confessionnelle, de par ses caractéristiques de naissance, comme disent certains, de par son orientation, quelle qu'elle soit, métaphysique ou autre. Voilà ce qui nous réunit, voilà ce quoi nous sommes engagés, et voilà ce à quoi nous nous engageons et à témoigner et à œuvrer indéfiniment. Raphaël, tu veux reparler? Pardon, merci. Oui, alors, on peut passer aux critiques ou pas? Enfin, parce que quand même, je vous écoute avec bonheur et avec intérêt. Je voudrais juste mettre un bémol, je ne sais pas si on sera d'accord ou pas, peut-être on le sera d'ailleurs. On ne supprimera jamais la haine, voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Jamais. Il n'y aura jamais un monde sans haine. Les gens qui disent, par exemple, on fait des réunions non mixtes en attendant que le racisme soit dissipé, qui ajoutent du racisme au racisme d'ailleurs en le faisant, c'est une arnaque. Ça n'existe pas un univers sans haine. Donc on peut se donner pour idéal régulateur un monde où la haine est supprimée, où il n'y a plus d'antisémitisme, sauf que ça n'arrivera jamais. Jamais. Et il n'y a là-dedans aucune raison de baisser les bras. Au contraire, soyons camusiens, c'est ça que je veux dire en fait. C'est-à-dire, retroussons-nous les manches, mais parce que précisément nous n'avons pas... Comment dire? Nous n'avons pas d'espoir, ni le choix. On est Sisyphe, si vous voulez, on pousse le caillou. La représentation d'un but qu'on se donne n'est pas un but qu'on se propose d'atteindre. Ce serait utopique et ce serait pas sérieux.
Il s'agit de combattre au quotidien et d'une certaine manière, pardon, sans espoir. Dans l'espérance, oui, mais sans espoir, c'est pas du tout la même chose. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire. Et c'est d'autant plus important, me semble-t-il, que l'antisémitisme est effectivement au principe de toute haine, non pas par judéocentrisme, pas par judéocentrisme que je vais dire une bêtise pareille. Je pense que c'est le cas pour une raison très simple, c'est que le juif n'est pas repérable, il n'est pas spectaculaire, il faut le construire, on a eu besoin de le fabriquer. Justement, il faut qu'il s'habille pour que ça se voit. Honnêtement, on lui enlève, on se dit... Enfin bon... c'est très intéressant ça, c'est-à-dire l'idée que le juif peut avoir la même gueule que tout le monde, ce qui transforme la haine de l'autre, parce qu'évidemment avec le racisme, un racisme objectif, voilà, vous haïssez le noir, alors vous identifiez le noir est moins difficile à construire que le juif, on le repère plus rapidement. Parce que c'est toute la différence entre la haine de l'autre et la haine de soi. Et au principe de la haine de l'autre, il y a la haine de soi. Et de ce point de vue, je crois qu'il faut établir cette nuance entre les haines, non pas pour hiérarchiser les haines, bien sûr, mais pour essayer de voir dans quelle mesure toutes se tiennent. Et la dernière chose, c'est qu'on parle d'humanisme ici. Non, deux petites choses encore, pardon. D'abord, une chose, il y a un passage que tout le monde a applaudi, qui a fait rire tout le monde, quand on a dit Dieu et Dieu, mais c'est le même pour tous, faudrait le dire, ça calmerait tout le monde. Alors, je crois exactement le contraire, en fait. Il y a 3 monothéismes, c'est pas un hasard. Non, c'est pas le même Dieu. D'ailleurs, c'est pas les mêmes textes. D'ailleurs, ils sont pas d'accord. Et c'est tant mieux. Moi, je trouve une société pacifiée n'est pas une société où on considère que Dieu est le même et où il y a des grands rassemblements œcuméniques le lendemain d'un attentat. Ce qui est très bien. Une société pacifiée, c'est une société où on peut s'engueuler sans se haïr. Une société pacifiée, c'est un univers où on peut dire, bah non, écoutez, moi, c'est pas un hasard si je suis chrétien, c'est pas un hasard si je suis musulman. Or, bien sûr, comme dirait Montaigne, on est chrétien, on est juif ou musulman, comme on est périgourdin. Mais après, il arrive qu'on choisisse ce qu'on nous a donné à la naissance. Et c'est pas un hasard si on le choisit. Il y a des raisons à ça. Et on n'est pas d'accord. Mais on est d'accord pour pas être d'accord. Et c'est ça l'essentiel. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Une société pacifiée, c'est une société où l'engueulade est permise. Or, l'engueulade n'est pas permise dans la société où nous nous trouvons, et c'est pour ça que les gens se haïssent. Juste ça, c'est le dernier point. On dit souvent il faut raison garder. Mais raison garder, on l'emploie de façon très lâche. On dit raison garder, c'est mettre sous le boisseau les sujets qui fâchent, mettre la poussière sous le tapis. Or, raison garder, c'est faire usage de la raison. Faire usage de la raison, en particulier quand on est une instance ou une autorité spirituelle. Faire usage de la raison, c'est considérer tout simplement que le désaccord est une richesse et demande à être protégé. La première chose qu'il faut protéger entre les gens, ça n'est pas ce qui les identifie, c'est ce qui les réunit. Et ce qui les réunit, c'est ce qu'ils ont en commun. Et ce qu'ils ont en commun, c'est de ne pas être d'accord. Voilà. Vraiment. Il est formidable. Hein. Vraiment. Non, il est formidable. Un petit détail près, c'est rien. Non, vraiment. C'est sur le côté désespérant que tu proposes à la vie. Oui, je partage cette analyse du fait que si on a un objectif et qu'on l'atteint, alors on est fini. Et c'est l'enjeu même d'ailleurs. Enfin, on est fini même si on ne l'atteint pas. Non, on est fini au sens que tu peux, quand tu considères que tu as atteint l'objectif, qu'est-ce qui te reste derrière? Et c'est assez tragique dans un débat, dans un texte étonnant entre Georges Semprin et Wiesel. L'un pose la question à l'autre, tu te rends compte, le dernier déporté, le dernier, il est le dernier, qu'est-ce qu'il fait? Et Wiesel lui répond, il se suicide. Pourquoi? Parce que personne ne peut plus le comprendre. C'est comme ça qu'il imagine. Donc en fait, si on a un objectif et qu'on se dit après, j'ai plus rien à expliquer ni à comprendre, alors il n'y a plus de vie. Donc en fait, pour moi, je partage ton idée que on ne peut pas considérer que l'espérance, c'est un but à atteindre, c'est un horizon. Or, l'horizon s'éloigne toujours avec nous, exactement de la même façon que Dieu. Tu sais, c'est celui qui était là. Donc, voilà. Dieu est à gauche, c'est toi qui l'as dit. Il est en même temps à gauche et en même temps à droite. Et donc, Dieu dit à Abraham, je te promets, va, quitte tout, vers une terre que je t'indiquerai. Il ne lui dit pas la terre. Vers une terre que je t'indiquerai. Autrement dit, il y aura toujours une promesse qui fonctionnera
pour Abraham et qui fonctionnera pour ceux qui font référence à Abraham. Autrement dit, il y aura toujours une promesse de pouvoir améliorer les choses. Et c'est ça l'espérance. Alors bien sûr, on pourrait me qualifier d'optimiste, d'aucuns l'ont fait ici. Mais qu'est-ce que c'est être optimiste? C'est penser qu'on peut, oui, transformer la société. Et j'ai raison d'être optimiste parce que ce qui était un moment en jeu dans la société, c'était pas tant la violence que l'indifférence par rapport à la violence. C'est-à-dire que quand des juifs sont assassinés, des enfants juifs, des militaires, et que globalement, oui, les politiques disent les mots qui vont bien, mais que la société ne se mobilise pas plus que ça, et que on attend les assassinats de Charlie Hebdo, les policiers, puis les clients de l'hypercacher pour pouvoir avoir cette démonstration d'aspiration à la fraternité, il y a une question qui se pose. Et la question c'est pourquoi il y avait tant d'indifférence. Et je vais vous dire, cher monsieur le Premier ministre, j'ai un respect profond pour vous et une reconnaissance immense, parce que ce jour-là, j'étais encore à Bordeaux, avec mon épouse, j'étais en visite à la communauté de Bordeaux, et après le Shabbat, je vois ce qui se passe, je décide de prendre le train de rentrer à Paris, parce que je vous vois devant l'hypercacher, et vous dites cette phrase que j'ai toujours qualifiée de quasi prophétique: la France sans les Juifs n'est pas la France. Autrement dit, il y avait besoin qu'on se sente à nouveau faisant partie de la communauté nationale, la seule communauté qu'on connaisse et qui fait de nous des citoyens. Certes, des citoyens un peu après les autres, puisque pour nous, ça a été que le 27 septembre 1791. Donc il y a eu un petit delta. Mais peu importe, aujourd'hui, on avait besoin de se sentir faire partie de cette communauté humaine qui s'appelle la France. Vous avez trouvé les mots pour nous dire « nous souffrons ensemble ». C'est le psaume 91. Avec lui, je suis dans la souffrance. Et ce que vous avez dit, parce que puisqu'on parle d'espérance, et donc de projet en projet, cette pièce par exemple, est-ce que vous ne pensez pas qu'elle pourrait être diffusée dans les classes? Alors on me dit oui, on veut tellement faire de choses dans les classes. Ok, peut-être pas les classes, vous voulez pas les classes, quoique je pense qu'elle pourrait être filmée puis diffusée dans les classes. Mais regardez par exemple, mon ami Alexandre Arcadi a fait un film qui s'appelle 24 jours sur la tragédie dont vous avez parlé à propos d'Ilan Halimi. 24 jours, après un combat incroyable, des lettres, des demandes, des suppliques, tout ce que vous voulez, ce film n'a toujours jamais été présenté dans la télé publique. Si on a en France une télévision publique, c'est pas pour avoir des gens qui tournent, non, on va mal le prendre, qui tournent les serviettes le samedi soir à la télé. C'est peut-être aussi pour avoir quelque chose qui fasse sens. Donc demain, moi je vais par exemple demain au vote du CSA, uniquement pour aller les voir et leur dire, vous avez peut-être un devoir moral, peut-être pas de le faire, mais en tout cas de réfléchir comment transmettre ce que dit ce film. Et je crois que c'est un échec de notre vision collective. Parce que tant qu'on n'arrivera pas à dire « voilà le problème », alors on ne pourra pas le combattre. C'est une grande règle. On ne combat jamais contre quelque chose qu'on nie, puisqu'on ne peut pas utiliser les armes adéquates. Donc cette question de la diffusion de ce film, ou la question de la diffusion de cette pièce, est une question essentielle. Je sais qu'on veut faire tant et tant de choses dans l'école, tout en diminuant les temps scolaires. Mais bâtir cette jeunesse qui sait vivre ensemble. Elle sait très bien, il n'y a pas de conflit majeur quand ils sont petits. Et puis à un moment, ça apparaît. On ne sait pas pourquoi. 8 ans, 9 ans, 10 ans, ça apparaît. Et brusquement, ils sont différents. Et pas différents comme tu le dis, parce que c'était lumineux. Différents, évidemment, moi je considère que l'unité d'un groupe humain, et donc l'unité de la nation, se construit sur nos différences. Sinon, tu sais ce que c'est l'uniformité. Ce rêve d'avoir le même Dieu, bien sûr qu'il y a un risque majeur. C'est tomber dans le syncrétisme. On ne peut pas être toujours avec les mêmes que nous. Donc, on construit une idée de société, c'est Maurice Godelier qui dit ça, faire société, c'est rassembler des différences. Rassembler les différences pour faire de l'unité. Et je crois que l'enjeu, il est là, il est de passer de ce fantasme de l'uniformité à l'idée, au rêve, à l'espérance de l'unité. Je ne sais pas où on va aller. Bon, d'abord, il y a évidemment une question liée à la mémoire de la Shoah. La pièce, à sa manière, y participe, avec un défi considérable, puisqu'on est de nouveau dans ces dates, entre guillemets, d'anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz. Et pour en avoir parlé avec notamment Raphaël Israël, qui vient de publier, enfin il y a quelques mois,
un livre magnifique sur son expérience, si cela veut dire quelque chose, concentrationnaire, mais aussi son histoire d'amour et la transmission de ce qu'il a vécu. Il y a là un défi considérable pour nous de la mémoire vivante, impossible, mais que nous permet la télévision, le cinéma, le théâtre, toutes les nouvelles formes de communication, pour ne pas oublier. Parce que nous voyons bien que nous rentrons dans cette période où il n'y aura plus de survivants, où il n'y aura que la mémoire. Il y a une chose qui est juste dans la pièce, qui est de rappeler quels ont été les autres génocides, c'est dit par ce jeune homme, arménien, cambodgien, Tutsi, etc. Il faut d'ailleurs aller dans le très beau site d'Émile, où un travail de très grande qualité a été fait sur tout ce qui conduit au processus génocidaire, sans oublier évidemment les Arméniens. Puis une troisième remarque désordonnée, avant d'arriver à une réflexion plus personnelle, c'est le père Desbois qui au fond, me l'a rappelé à travers ce qu'il rappelait sur les Yézidis, c'est qu'aujourd'hui, l'armée turque est en train d'intervenir contre les Kurdes dans cette partie de la Syrie, Kurdes avec sans doute tous leurs défauts, mais qui ont sauvé les Yézidis, qui ont combattu avec eux, qui ont sauvé parfois des chrétiens d'Orient, qui ont combattu pour nous, qui ont pris des terroristes, y compris nos compatriotes, et qui aujourd'hui vont être bombardés et massacrés par l'armée turque. Et pour nous, c'est très difficile. Il n'y aura pas d'intervention pour les sauver, militaire. Mais c'est pour la conscience, si ça veut dire quelque chose de l'humanité, attention, parce que ce qui est en train de se passer est tout à fait fondamental pour la suite. Une remarque plus personnelle. Moi, je lutte, et je lutterai de toutes mes forces contre toutes les formes de racisme et de discrimination. Mais, et ça rejoint ce qui a été dit, enfin, le « mais » n'est pas forcément nécessaire, ou il veut dire trop de choses, mais je suis convaincu depuis toujours qu'il y a une spécificité liée à l'antisémitisme. Alors c'est très difficile comme débat, parce que, évidemment, tout se vaut où il y a la concurrence des victimes. Mais pour les raisons, au fond, je crois, dites il y a un instant par Raphaël Enthoven. Dans l'antisémitisme, il y a une spécificité. Elle peut être religieuse, elle peut être parce que le juif nous ressemble, elle est liée à la construction nationale, la reconnaissance des juifs comme citoyens, par la Révolution, le choix qui a été fait par Napoléon de l'organisation des juifs, et puis évidemment tout ce qui se passe à la fin du XIXe siècle, avec ces hommes lumineux qui se lèvent pour défendre Dreyfus. Et puis ensuite 1940 et 1942, et une longue période, au fond, de silence. C'est dit d'ailleurs dans la pièce. Il a fallu attendre les années 80, 90, la recherche des historiens américains, le rôle évidemment tout à fait essentiel de Klarsfeld, et puis le retour de l'antisémitisme. Et un antisémitisme qui n'est pas l'antisémitisme traditionnel, qui veut voir le juif comme quelque chose qui nous ressemble trop, et donc il faut combattre, mais un antisémitisme qui est lié à d'autres éléments, au conflit israélo-palestinien, et qui vient ensuite de nos quartiers populaires et du monde arabo-musulman. Et ça, il faut le dire, il faut l'expliquer, parce que sinon on ne comprend rien. Donc il ne faut pas tout confondre et mettre tout au même niveau. Et à partir du moment, et le grand rabbin le rappelait, où on a tué de nouveau en France des juifs parce qu'ils étaient juifs, Ilan Halimi ou Sarah Halimi, il y a peu de temps, en essayant de nier ce qui s'était passé, parce que ça gênait de nouveau la société française. Lisez le livre de ces deux journalistes, Raphaël Duchemin et Ariane Chemin, sur Trappes. Il y a des choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord, où ça peut poser débat, peu importe. Mais il y a vraiment un chapitre lumineux au sens de la vérité. C'est-à-dire qui s'appelle, je crois, la synagogue qu'on brûle. Et en quelques lignes, en quelques pages, il est rappelé tout ce qui s'est passé dans les années 2000, en France.
et l'absence de mobilisation. Et il a fallu, au fond, ni ce qui s'est passé à Toulouse, ni mon combat contre Dieudonné, ni le fait qu'à l'été 2014, on ait de nouveau crié mort aux Juifs dans une manifestation pro-palestinienne et pro-Hamas à Paris, qu'on a essayé de minimiser, ni le viol d'une famille à Créteil. Et il a fallu Charlie et le lien avec l'hypercachère. S'il n'y avait eu que l'hypercachère, il n'y aurait pas eu la même mobilisation dans notre pays. Mais c'est la conjonction des deux qui a tout à coup mobilisé le peuple français. Une partie, pas tous, pas tous. Et après ça, ça continue. Et on a de nouveau des crimes, des actes antisémites. Si on interroge les gens aujourd'hui, puisqu'il y a des sondages qui sont faits sur les théories complotistes, si on les interroge, combien de juifs il y a en France? Mais on va vous répondre plusieurs millions. Ils ont le pouvoir, bien sûr, dans les médias, dans les banques, l'argent. On n'a pas avancé, on a plutôt reculé. Donc, moi je crois à la théorie toute camusienne, elle n'est pas que de Camus, bien sûr, mythe de Sisyphe. Nous sommes des Sisyphes, parce que nous sommes des hommes. Et donc il faut pousser en permanence ce rocher qui ensuite nous roule dessus et sur les pieds. Et donc c'est un combat majeur, majeur. Et si on ne se rend pas compte que c'est la question de l'antisémitisme qui façonne et qui construit, c'est pas un juif qui vous le dit, je ne suis pas juif. Certes, je suis sous influence, depuis que Roland Dumas l'a expliqué à une grande chaîne un matin, sans que cela éveille la conscience. Un ancien président du Conseil constitutionnel, un ancien ministre des Affaires étrangères, sans que cela révolte davantage. Donc, c'est un débat fondamental, et rien ne peut être caché. C'est pas facile pour les Juifs de France, ou pour les Français juifs, parce que ça rappelle en permanence quelque chose, et ils le vivent comme... Et maintenant, on parle de l'Alia vers Israël, et maintenant, on parle de l'Alia interne à la Seine-Saint-Denis ou à la région Île-de-France. Mais où est-ce qu'on est arrivé? Donc, ce n'est pas une affaire de bisounours, comme dit l'autre, et pas uniquement que de bons sentiments, même si la pièce porte de bons sentiments, mais au sens le plus fraternel possible. C'est un combat qui doit nous mobiliser tous en conscience. Et ce qui est beau de la France, et je termine avec ça, je suis déjà trop long, c'est ça la laïcité apaisée. C'est ça la laïcité apaisée. Puisqu'on la recherche, puisqu'on veut lui accoler à tout prix un nom. Il n'y a rien de plus beau que la France, mais elle doit s'en souvenir, dans un théâtre, un philosophe, un grand rabbin, un homme qui parle de l'islam régulièrement, mais qui est un citoyen, qui se définit comme tel, un prêtre, des citoyens engagés, un politique, parlent de ces questions-là. Mais en sachant que ça n'est pas un débat apaisé, lui. La laïcité, elle nous permet de nous réunir, de croire et ne pas croire, des responsables publics, de parler avec des philosophes, des hommes de religion, mais ça n'est pas un débat apaisé. C'est un débat crucial, fondamental, qui met en cause ce que nous sommes, la nation française. Et moi, si parfois je parle de manière sévère, si on considère que je suis un peu pessimiste, un peu anxiogène, c'est parce que je connais cette réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans les profondeurs de notre société. Le combat, il n'est pas terminé. On peut le faire à travers la culture, mais il faut le faire davantage autour d'un engagement. Et cet engagement, c'est de nommer les choses, de les nommer bien, parfois c'est difficile, mais de les nommer. L'antisémitisme ne va pas s'arrêter. Raphaël a raison. Une raison de plus pour le combattre, avec la plus grande détermination. Parce que l'antisémitisme, il nous dit tout sur ce que nous sommes et sur ce qu'est aujourd'hui la société française. Depuis des années, à force de travailler sur les crimes de la Shoah et de faire des conférences un peu partout, je médite souvent sur une phrase de Bernanos à la fin de sa vie. Il disait « Hitler nous a pourri l'antisémitisme ». Et je sens que, en gros, moi j'étais 18 ans responsable pour les relations avec les Juifs dans l'Église, et j'ai vu au début, quand on disait quelque chose contre les Juifs, on était accusé d'être nazi. Et
puis il y a eu un switch vers les années 2005, je parle de l'intérieur de l'Église, quand on était, pour les Juifs, on était accusé d'être sionistes. Et il y a eu un switch, les gens se sentaient libérés après les commémorations des 50e de la libération, se sentaient libérés d'Hitler. Le tabou était sauté, on pouvait enfin redevenir antisémite librement. Et je ne peux pas vous dire le nombre de gens dont on ne peut même pas citer les noms, qui sont très bien placés. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas fait d'études. Il y a des gens qui ont des doctorats. C'est pour ça que je ne crois pas, moi, tellement. Tous les chefs d'Einsatzgruppen avaient un doctorat en droit. Donc, l'éducation ne résout pas tout. La culture non plus. Les SS étaient cultivés. Mais je dirais que les gens actuellement se sentent libérés d'Hitler pour pouvoir dire « Moi, j'ai rien à voir. Ça n'a rien à voir avec la Shoah. Je déteste les Juifs. » Mon deuxième point que je réfléchis depuis longtemps, c'est l'infinie capacité que les gens ont s'occuper d'eux-mêmes. Vous savez, moi j'ai enquêté, comme on le disait, sur les crimes contre les Juifs, les fusillades en Ukraine, en Russie, etc. Et à chaque fois, les villages, les écoles se ferment. On leur dit demain, on tue les Juifs, il n'y a pas école. Donc les enfants, vous allez voir, et ça sera la leçon du jour d'après. Et beaucoup de villages, les enfants se mettent en cercle autour de la fosse commune et attendent toute la journée que les Allemands... Il y a une fille, elle me dit, j'ai attendu toute la journée que les Allemands et les Juifs arrivent, on était en avance. Et je dis, mais vous avez resté jusqu'au soir, il y avait vos copines de classe. Elle me dit, oui, j'ai beaucoup pleuré. Je dis, mais pourquoi vous êtes restés? Elle me dit, c'était intéressant pour nous les enfants. Et cette phrase, je l'ai entendue des centaines de fois, c'était intéressant pour nous les enfants. Donc non seulement, si les gens étaient sûrs qu'ils n'étaient pas juifs, qu'ils n'étaient pas communistes, qu'ils n'étaient pas gays, ils n'étaient pas partisans, etc., ils allaient voir. Il y a un genre aussi de jouissance de voir les autres, je dirais, se faire assassiner quand vous êtes sûr, absolument sûr, que vous n'êtes pas en risque. Et pour cela, je dirais, je l'ai vu aussi en Irak. Je donne toujours cet exemple, on était proche du front, à la période, c'était à Mossoul, et on voyait les voitures avec les drapeaux noirs d'une tranchée à l'autre. Et puis si vous rouliez 30 km, il y a un endroit où il y a un joli mall, où on vend des quartiers, des Hugo Boss, etc. Et si vous mettez une petite caméra, personne ne pouvait croire qu'on était à quelques kilomètres du front, parce que là, les gens venaient pour Hugo Boss. Et quartier, c'était fini, on était déjà à 30 km. La vie recommençait comme normale. Et ça vous fait réfléchir, parce que nous-mêmes, quand on en avait marre du front, on allait là, dans le mall, manger des glaces. Et une heure après, on était au front. Donc je ne suis pas tellement optimiste. Je crois beaucoup aux stratégies de minorité. Moi, je ne crois pas tellement que les majorités peuvent évoluer, mais je crois beaucoup que si des hommes se lèvent, d'autres peuvent les suivre. Vous-même, vous avez été Premier ministre. On le dit, mais tous les Premiers ministres ne sont pas comme vous. Donc je dirais, vous êtes Premier ministre, mais vous êtes Manuel Valls. Et je dirais, tout d'un coup, vous prenez ce visage et c'est vous-même. Sinon, c'est comme si on disait que Martin Luther King était Martin Luther King parce qu'il était un pasteur. Non, tous les pasteurs n'étaient pas Martin Luther King. Et je dirais, il nous faut des têtes de pont aujourd'hui. Des têtes de pont qui drivent, qui prennent des risques, qui en prennent plein la figure, même des fois un petit peu plus. Mais il faut des têtes de pont. Et là, il y a des gens qui peuvent s'identifier et suivre. Mais sans tête de pont, ça sera l'obscurité. Bien, peut-être pour vous montrer qu'au moins ici, nous sommes dans un groupe d'hommes et de femmes et une société apaisée. Enfin, ici, et heureusement, ici, il en manque, certes. Qu'on ne se méprenne pas. Et le « on », c'est un pronom indéfini pour l'instant, et après, je mettrai un nom derrière. Votre serviteur a eu une formation de physicien aussi, et j'ai appris en sciences que lorsqu'il y a des problèmes de transmission, de communication, il faut d'abord voir au niveau de l'émetteur avant d'incriminer le récepteur. Peut-être que je n'ai pas été compris. Mais dans un premier tour, que voulez-vous que je vous dise, qu'on aille directement aux choses qui fâchent? Il faut d'abord dire, comme une pétition de foi, si je puis dire, ce à quoi on croit fondamentalement. Alors j'entends Raphaël Enthoven, du coup le « on » a un nom.
Ah, c'est avec bonheur que je vous ai écouté, mais il y a un bémol. Ça peut être une octave, ça peut être une dièse, ça peut être quelque chose de beaucoup plus fort, parce que bienvenue à la critique. Heureusement, si on esquive le choc des idées, si on élude les questions épineuses, eh bien, on se vautre dans ses certitudes, et puis on se vulnérabilise, on redoute l'asphyxie, et il ne reste plus que le fanatisme pour pouvoir vivre quelques instants. Je ne veux pas faire le pédant, mais j'ai pensé à cette parole de Søren Kierkegaard, puisque nous sommes dans un théâtre, j'y pense. Il a dit... Il arriva que le feu prit dans les coulisses d'un théâtre. Le bouffon vint en avertir le public. On pensa qu'il faisait de l'esprit et on l'applaudit. Il insista. Les applaudissements redoublèrent et on rit de plus belle. C'est ainsi que périra le monde dans l'hilarité générale de ceux qui, au mieux, en dehors de leur certitude, n'est que divertissement et plaisanterie. Donc, fin de citation. On n'est pas dans cette situation. J'ai dit simplement, sans naïveté obtuse, que nous n'abdiquons pas. En tout cas, je dis je et je n'abdiquerai pas. Il y a deux thèses parallèles. Il y a ceux qui vous disent que depuis les guerres puniques ou les guerres médiques jusqu'à maintenant, jusqu'à la monstruosité idéologique et religieuse de Daesh, eh bien, l'homme est un loup pour l'homme. Homo homini lupus, et on n'y peut rien, c'est ainsi. Et c'est vis pacem para bellum. Voilà, c'est comme ça, parce que il y a de la haine, il y a du ressentiment. Malheur à celui qui ose faire écran entre mes ambitions débridées et moi-même, et donc il faut l'oxyre. Il n'y a pas plus simple que ça. Il y a une course effrénée entre la cuirasse et l'épée. C'est dans la nature des hommes. Et il y en a d'autres qui disent, eh bien, il y a une longue et lente maturation de l'humanité vers l'idée du progrès. Ce n'est pas le progrès technologique, c'est vers cette idée de faire en sorte que la violence soit dirimée, peut-être pas totalement, mais en tout cas petit à petit et doucement, même d'une manière asymptotique, on y verse. Eh bien, quand le passé se meurt et le futur n'est pas encore advenu, c'est dans le clair-obscur que peuvent surgir les monstres. Et les monstres, quand est-ce qu'ils surgissent, disait Goya, c'est quand il y a sommeil de la raison. Eh bien, nous ne voulons pas qu'il y ait sommeil de la raison. Alors, c'est peut-être pas la raison raisonnante, c'est une raison matinée avec l'intelligence des arts, de la beauté, etc. Donc, voilà ce que je voulais dire dans un deuxième temps. Chez les puristes de la langue française, quand il y a deuxième, il y a forcément troisième. Donc, le troisième temps, c'est que, et là, vous l'avez si bien dit, enfin, si bien, je ne sais pas, qu'il ne faut surtout, mais je ne veux pas être discourtois et je suis plein de déférence pour ce que vous êtes et ce que vous avez fait. Mais je ne suis pas sûr qu'il faille dire il ne faut surtout pas comprendre, parce que comprendre, c'est déjà excuser. Qui dit comprendre ne dit pas admettre. Et qui dit analyser ne dit pas excuser. Et qui dit expliquer ne dit pas justifier. C'est simplement, et si vous me pardonnez l'anglicisme, what went wrong? Qu'est-ce qui n'allait pas pour que nous arrivions à cette situation? Et pour que nous puissions trouver la bonne médication, il faut trouver le bon diagnostic. Or, il se trouve que nous vivons des situations si complexes, et quand on dit complexe, c'est de deux choses l'une. Soit on a envie de se défausser sur le mot complexe et on passe, soit il faut se coltiner l'explication de en quoi c'est complexe. Eh bien, cette complexité-là fait que si nous sommes arrivés à ce degré de détestation, à ce degré de ressentiment, à cette haine, à cette animosité qui nous mine, et cette animosité infâme, véritablement, c'est qu'il y a des raisons dites intrinsèques et des facteurs extrinsèques, et les uns alimentant les autres. Donc, œuvrons là aussi pour fondre, pour dirimer, pour dévitaliser, déminéraliser toutes ces raisons qui font en sorte qu'au lieu d'éduquer, justement, allez, je dis un mot un peu gnognotte, à la bienveillance et à l'ouverture, on ne va pas faire en sorte que des générations entières soient élevées dans la détestation. C'est ce travail dont nous sommes redevables et nous sommes comptables. Si je puis dire, si ce n'est pas devant le tribunal des hommes, ben ceux qui y croient devant le tribunal céleste. Et sans chauvinisme aucun. Alors, vous avez dit que voilà un citoyen qui parle de l'islam.
Ben, il se trouve que c'est un concours de circonstances. Mon père fut recteur de la Grande Mosquée de Paris. Fût-ce né à Katmandou, j'eusse été probablement bouddhiste. À un moment donné, il faut tamiser par le filtre de la raison ce à quoi on croit ou des choses de cet ordre. Donc c'est d'abord ce qui prime pour moi, c'est mon semblable, quel qu'il soit. Et j'en témoigne, rien d'autre. Allô? Oui, voilà, ça parle. Je remercie naturellement tous nos intervenants qui ont chacun manifesté des positions brillantissimes. Moi, j'ai une phrase qui est un des guides de ma vie, qui est celle de Guillaume d'Orange, et qui dit « Il n'est pas nécessaire d'espérer pour entreprendre, ni de réussir pour persévérer ». Je crois que ce qui relie et ce qui rassemble tous ceux qui sont autour sur ce plateau, c'est qu'aucun d'entre eux ne renonce. Aucun d'entre eux, comme disent les Anglais, ne give up. Je sais qu'il y a aussi dans cette salle des enfants, des jeunes, dont le début dans la vie a été compliqué, a été difficile, a été des moments difficiles et qu'ils sont en train d'en sortir. Le message que je voudrais leur délivrer, c'est ne renoncez pas, battez-vous, engagez-vous, devenez des combattants. Je vous souhaite une bonne soirée.